Dimitri, bonjour. Bonjour Francia. Merci. Merci à toi. Ah bah non, merci à toi d'être là. Écoute, écoute, nous on se connaît, ça fait depuis des années maintenant. 2019, tu t'en souviens? Ce voyage. Oui, c'est vrai. Abidjan. C'est vrai, on en reparlera, tiens aussi, peut-être l'occasion. Ouais, 2019, ça nous rajeunit pas. Ouais, on a fait un petit bout de chemin. Moi j'avais pas d'enfant à l'époque, j'en ai 2 maintenant. Écoute, en tout cas, moi je te connais. Je te laisse te présenter pour mon public et puis ton public aussi, parce que tu devras diffuser et partager autour de toi qui tu es, ce que tu as envie de mettre en avant. D'accord, très bien. Donc Dimitri Mfumutiti, j'ai 48 ans, je suis dans la vie, on va dire, cadre à la SNCF, dans une filiale qui s'appelle Rail Logistique Europe, où je suis en charge du patrimoine, de la gestion, la valorisation. Donc ça c'est mon travail, ça fait plus de 25 ans que je suis, on va dire, dans l'entreprise. J'ai 4 enfants, je suis marié, et donc dans la vie civile j'ai aussi donc une activité assez riche. Donc je suis président d'association qui s'appelle l'ADRNS, qui est Association de développement des relations Nord-Sud, où on travaille en fait pour accompagner les porteurs de projets, les entrepreneurs, pour les aider à structurer leur démarche en vue soit d'aller chercher des actionnaires ou d'aller chercher des subventions quand c'est pour le solidaire ou l'humanitaire. Et en tout cas, moi je me passionne pour l'Afrique puisque je suis promoteur de l'African Valley, qui est un rêve qui deviendra réalité, puisque c'est l'idée en fait d'avoir un business center sur la place de Paris ou en Afrique, où on va pouvoir avoir des personnes qui ont une affinité et un cœur, en tout cas pour le développement du continent africain. Et ce qui m'amène aujourd'hui vers toi, c'est que je suis auteur de mon premier livre qui est Slow Success, ou l'art de réussir à pas de tortue. Écoute, d'ailleurs, on va revenir là-dessus. Moi, j'avais déjà une question, et c'est plutôt même une remarque, plutôt une belle remarque, je vais te dire. Comment parce que je te connais depuis un moment, mais je trouve ça vachement bien parce que tu es vachement engagé sur plein de sujets en même temps, et j'ai envie de te dire, comment tu trouves le temps en étant en même temps cadre dans une belle structure, en étant papa de 4 enfants, et en même temps d'être associé dans plein de choses. Comment tu trouves le temps? C'est en gros, pour ceux qui liront le livre comprendront, mais on aura plaisir à revenir là-dessus, puisque en fait c'est les premiers chapitres où je définis le temps vu d'une façon scientifique, le temps vu d'une façon spirituelle, le temps vu d'une façon civilisationnelle. Mais en fait, pour répondre à ta question, aujourd'hui, moi j'ai 4 enfants en effet, j'ai 2 grands qui sont à l'université, 2 autres qui sont au collège, donc c'est plus des bébés, les écarts d'âge on arrive à gérer. Bien entendu, il y a mon épouse qui assure aussi le fait que je puisse moi faire tout ce que je peux faire à l'extérieur, mais aussi c'est la passion, c'est l'engagement, et puis aussi dans l'entreprise parfois certaines personnes ont pu être confrontées aussi quand on arrive à des plafonds de verre, on se dit mais à quoi on va investir son temps, puisque on va pas non plus s'enfermer, et puis ça a été aussi l'idée de pouvoir capitaliser en fait dans ces moments-là un peu de doute où je me posais des questions, de pouvoir en fait transformer ça de manière positive et mettre en fait on va dire ce temps disponible pour quelque chose de constructif. Déjà je trouve que le mindset il est très bon, parce que après je pense aussi que c'est une ouverture, parce que à l'époque on n'avait pas ce truc là de se dire je suis salarié et à côté je suis entrepreneur aussi. Après aujourd'hui les mœurs, même là, le monde du travail s'ouvre aussi, parce qu'il y a même des contrats qui le permettent, sachant qu'il y a toujours des structures ou des sociétés qui ne permettent pas ça à leurs salariés. Ça je trouve ça un peu dommage. Mais comment, tu disais tout à l'heure tu es arrivé à un plafond de verre, mais justement, est-ce que tu as eu des exemples, parce que là je cible ceux qui ont aujourd'hui envie de faire la même chose, est-ce que tu as eu des exemples, tu as eu des modèles qui t'ont dit, ou tu t'es juste dit un matin, allez, j'ai encore 50% de mon temps, j'ai investi autrement? En fait, toujours ça répond au dernier chapitre du livre, pour le coup de la vision qui est cette African Valley. J'ai eu la chance, en tout cas, quand est arrivé ce moment où je me posais des questions dans l'entreprise, de savoir quoi faire quand on demande des augmentations ou quand on demande à des promotions qu'on les a pas, c'est un peu frustrant et tout cela. Et moi, j'avais 2 solutions. Soit
en gros je démissionne, ou j'investis cela en fait sur autre chose. Donc ce que j'ai décidé moi de faire, c'était une formation, donc à l'ESSEC, voilà, et donc j'ai été sur les bancs de l'école, j'ai fait donc un master en management, organisation, spécialisation en business unit, et en fait j'ai utilisé ce temps-là pour développer mon projet associatif, l'African Valley, et ça a été l'objet de ma thèse. Et donc chaque cours pour moi c'était l'occasion de me dire comment j'utilise ça dans l'African Valley, comment je l'utilise. Donc du coup ça devenait passionnant, et je ne me suis pas ennuyé, j'ai appris beaucoup de choses, et puis aujourd'hui ça aide, c'est vrai que quand on dit qu'on est diplômé d'ESSEC, et puis quand on regarde aussi tous les alumni et tout le réseau qu'il y a autour, voilà, c'est un gain, c'est quelque chose qui apporte, parce que ça m'a aussi amené à acquérir des compétences autres, qui me permettent aujourd'hui de pouvoir aider toutes les personnes et accompagner tous ceux qui en ont besoin dans la structuration des projets, et aussi que ce soit économique ou tout simplement des projets associatifs, puisque voilà, on s'aperçoit qu'en fait on utilise les mêmes choses, mais sauf que c'est pas forcément le même objet qu'on met derrière. C'est sûr. Bon, on reviendra sur tes petits projets comme ça, tu pourras les en parler. Oui, bien sûr. Et une dernière question, moi j'ai toujours admiré, c'est vrai que je me dis, après je suis peut-être de la génération un tout petit peu en dessous de toi, celle qui te suit, mais c'est vrai que surtout nous, c'est un petit clin d'œil, mauvais clin d'œil à Vocalidium, mais surtout nous les Congolais, on arrive souvent ici, on a plein d'idées, on est brillants et tout, et on s'enlise un peu dans les activités, et pour autant on a des idées, et moi tu vois, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que les hommes ou les femmes, parce que j'en suis une, donc je prêche aussi pour ma paroisse, comment on peut avoir ce mindset-là, comment on peut transformer les choses et se dire, ok, j'ai peut-être un job salariat, mais j'ai du temps et surtout j'ai un esprit. Comment on peut mettre ça en place? Qu'est-ce que tu peux donner comme tips concrets? Pour moi, ça commence par la formation. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à travailler, donc j'ai une formation, on va dire, académique classique. J'ai une maîtrise en management, transport et logistique. Donc, tout de suite, je suis rentré dans l'entreprise. Et j'ai été formé à la méthode, on va dire, de management des projets. En fait, cette méthode est extraordinaire parce qu'en fait, c'était un management un peu mode Meurize, pour ceux qui connaissent les informaticiens. Et en fait, on déclinait cette méthode en fait sur tout type de projet qu'on avait en entreprise, et ce qui m'a permis, moi, de pouvoir partir d'une feuille blanche à chaque fois. De pouvoir se dire que après avoir acquis cette méthode, l'avoir appliquée sur différents projets, des usines qu'il fallait restructurer, il fallait reprendre et accompagner des directeurs d'agence pour que leur agence ou leur région deviennent profitables avec des méthodologies et toutes ces choses-là. Donc à force de les appliquer, à un moment donné, ça devient un second réflexe. Et donc pour moi, c'est... en fait, je suis toujours en mode... quand je vois un problème ou autre chose, moi je suis dans la solution. Je suis pas dans le temps de... Bien sûr, faire un diagnostic, oui, c'est important, sûr, ça, mais en gros, je suis toujours dans comment faire différemment. Tu vois, comment on peut faire pour résoudre le truc. Et pas m'apitoyer sur le truc, oui, c'est dur, c'est machin. Ok, j'entends, il n'y a pas de problème. Mais en gros, j'ai un peu cette déformation aujourd'hui qui est à chaque fois de trouver des mais c'est une belle déformation. Il y a un grand entrepreneur. À des problématiques qui sont là devant moi. Mais je trouve que c'est vachement bien. Il y a un entrepreneur là qui disait, Anthony Bourbon, qui disait, moi je suis un homme de problèmes. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, il n'a pas peur des problèmes, il adore les problèmes parce que derrière un problème, tu trouves forcément des solutions. Quoi. Et ça, j'avais vraiment aimé. Et donc pour ça, moi j'ai acquis ça par l'expérience et le travail. Et donc pour toute autre personne, il faudrait se former. Se former, si tu veux créer une association, se former à comment en fait conduire un projet associatif. Si tu veux créer une entreprise, se former à comment créer une entreprise, quels sont les b.a.-ba, les étapes importantes qu'il faut passer, et aussi surtout ne pas se dire qu'on est bon à tout. Il y a des choses où on peut être bon en effet, mais il ne faut pas hésiter à se tourner vers des personnes qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous conseiller. Donc en effet, ça demande, je vais finir par là, avoir une mentalité et un état d'esprit de se dire que je suis toujours dans l'étonnement et que je me laisse apprendre. Je laisse cette capacité d'apprentissage. Se dire que j'ai toujours quelque chose à apprendre. Parce qu'autrement, on devient des experts. Et un expert, c'est ennuyeux parce que si tu sors
de sa certitude, il va dire bah non, c'est comme Mais ça, oui, ça a toujours été comme ça. oui. Et Et puis ça plus remettre en question. voilà, c'est ça. On en a besoin, mais voilà, il faut être agile. Ouais, mais bon, tu vois, j'ai envie de te dire, mais plus depuis qu'il y a l'agilité et toutes ces méthodes-là, bah, j'ai l'impression que l'expertise n'existe plus. Parce qu'en fait, l'agilité en elle-même montre que bah, tous les jours, on est obligé d'évoluer finalement. C'est ça. Justement, transition, belle transition, slow succès. Bon, j'avoue, un mea culpa, je ne l'ai pas lu. Bon, je vous expliquerai pourquoi, parce que c'était vraiment très rapide. Mais je vais le lire, bien sûr. Mais ça parle en tout cas, j'ai lu pas mal les petites lignes que tu m'as envoyées là, du succès. Moi, j'avais tout de suite déjà envie une question. Slow succès. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec toute notre ère aujourd'hui des réseaux sociaux, des jeunes, je vais avoir de l'argent rapide. Mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, en fait, les modèles qu'on a devant nous, moi j'ai des enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont à l'université. Et les modèles qu'ils ont sur Internet, c'est des youtubeurs, des influenceurs qui s'appellent des créateurs de contenu maintenant. On a toujours des publicités qui sont là, comment on devient millionnaire en une semaine, en un mois, tout cela. Mais toi comme moi, on sait bien que le travail, et pour cela, ça demande du temps. Et donc je voulais, au travers de ce livre, laisser un message, premièrement à mes enfants bien sûr, mais aussi à d'autres, à des porteurs de projets ou même ceux qui sont dans le chemin entrepreneurial, pour les encourager à se dire que le succès est appréhendé à leur propre rythme et non pas sur un rythme qui est imposé de l'extérieur. Oui, ça se veut être à contre-temps d'une société où aujourd'hui tout va très vite, avec l'IA, avec l'Internet haut débit, où si jamais je t'envoie un message, tu me réponds pas, j'ai l'impression que tu me fais la tête. Donc voilà, on veut une société de clic, des likes. Voilà, en gros, si on n'aime pas un sujet, ben on a l'impression que voilà, on n'est pas bien vu. Par rapport à tout ça, voilà, j'ai voulu un peu inviter les gens à faire une pause et à reconsidérer en fait la notion de succès et aussi tout simplement les accompagner sur un chemin qui, je l'espère, leur permettra de se déterminer et d'appréhender cela à leur propre rythme. Oui, parce que c'est vrai que c'est une contradiction, mais en même temps, c'est aussi, on en parlait juste à l'émission précédente, c'est aussi un sujet qu'on met un peu sous le tapis, parce que toute cette fulgurance, cette rapidité, nous pousse aussi à mettre tout, en fait, parce que ça a un revers. Toute cette rapidité, ça a un revers. C'est-à-dire que la santé mentale, les business qui sont ratés. Je parle pas des artistes là. Oui, mais j'aurais pu encore. prendre des exemples. Oui, mais parce encore. qu'aujourd'hui, je parle pas des compromissions que les gens font pour avoir du succès. Bon, on sait pas c'est quoi ces compromissions, mais on voit sur leur corps. Parfois, il y en a qui le portent, qu'ils ont sacrifié certaines choses pour arriver là où ils sont arrivés. Et donc, à quelle vitesse? Justement, c'est pour ça que je questionne la vitesse indirectement, et c'est là où je parle donc du succès qui vient avec le temps, qui s'installe et qui rend les personnes à l'aise, mais en même temps parce qu'elles ont peut-être essuyé des revers, mais elles ont beaucoup appris au travers de ça pour se diriger vers un succès qui est dépourvu en fait du qu'en dira-t-on, c'est-à-dire que pense le voisin, que pense mon collègue, que pense mon parent, que pense ceci. Parce qu'on est tous un peu, malheureusement, sous ce regard-là, et on est moi le premier aussi, j'ai été embarqué dans cela, qu'on dira-t-on, on veut plaire à ceci, on veut plaire à cela. Et quelque part, oui, c'est un livre de maturité où on s'assume. Et on se dit, voilà, je fais les choses... Mais justement, si aujourd'hui tu as une personne qui n'est pas très convaincue, en tout cas du slow succès, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme argument? Parce que, elle pourrait te dire, oui mais bon, le temps que je prenne, là, comme tu dis, il n'y a pas de tortue, mes amis ont déjà avancé, qu'est-ce que tu peux lui donner comme argument? Alors mon livre, c'est pas un appel à la procrastination, c'est pas un appel à la lenteur, au contraire, je vais invoquer là la fable Le lièvre et la tortue. Oui. Donc ce que j'ai écrit, il n'y a rien de nouveau, il y a quelqu'un qui l'a écrit avant moi, et on s'aperçoit dans cette fable, le lièvre, qui l'on pense être rapide, se fait dépasser par la tortue. Donc je veux dire, il y a déjà des gens qui ont écrit avant moi que c'est vrai. Donc moi j'essaie de l'étayer, de donner des exemples d'entreprises justement qui ont réussi avec le temps. Et donc si je dois dire quelque chose à cette personne, c'est relis donc la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Tu verras que c'est la tortue qui gagne à la fin. Et
C'était ce pied de nez. Mais c'est vrai que même quand tu regardes, en fait, quand tu lis des vraies histoires, on a souvent. En fait, ce qu'on voit, c'est avant et après. Oui. On voit pas au milieu. La personne n'en parle. Mais oui, quand tu vois Amazon, Jeff Bezos, mais Jeff Bezos, je parle pas de tout ce qu'il a fait. Est-ce que les gens savent que ça, c'est un truc qu'on a étudié en école de commerce à l'ESSEC d'ailleurs. Jeff Bezos, pendant 10 ans, il a envoyé la même lettre à ses actionnaires. Pendant 10 ans. Demain, ça ira mieux. Demain, ça ira mieux. Demain, ça ira mieux. Il se présentait comme ça. Demain, ça ira mieux. Parce que les chiffres étaient catastrophiques pendant plus de 10 ans. Et donc, c'était le même courrier. Et franchement, quel culot. Et aujourd'hui, quelqu'un fait ça, mais il se fait virer. Donc, c'est pour montrer à l'américaine la résilience, le fait quand on a une vision. Au début, soit on est précurseur, personne, on est un peu devant tout le monde, mais il savait où il allait. Aujourd'hui, Amazon, c'est parti d'une bibliothèque. Et aujourd'hui, c'est le plus grand logisticien du monde. Ah bah oui. Voilà. Ah bah oui, des trois personnes les plus riches. C'est ça. Mais oui, mais même quand tu regardes, on voit souvent les hôtels Hilton, quand tu regardes bien de toute manière, tous ces grands empires se sont faits il y a des années. Et en fait, c'est juste nous, on récupère. Moi qui suis dans l'immobilier, avec même mon travail, on voit bien, on a construit des biens, mais très longtemps. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouvelles normes, il y a des modifications, des travaux à réaliser, mais les constructions qui étaient faites dans le temps, c'était des constructions qui étaient faites pour la durée, pas pour le court terme. D'ailleurs, on est ici, la preuve, c'est du haussmannien. Haussmann, on l'a pas connu, mais pourtant, ça dure. Voilà, exactement, son œuvre demeure. Et d'ailleurs, il est même visité pour. Et pourquoi un livre? Tiens. Ah, ça c'est la très bonne question. On était en 2022, j'étais à Strasbourg, un forum s'appelait, ou un festival s'appelait, Festila. Et j'étais avec Maître Léa, qui était auteur, et puis moi j'avais un stand pour mon association, et puis j'avais un camp des auteurs. Et puis je la regarde comme ça, et puis je m'approche, je lui dis l'année prochaine, je serai avec toi. Ça, c'est des objectifs. Voilà, exactement. Et bien sûr, j'avais déjà mon idée de ce que je voulais écrire, plus ou moins, et comme ça a commencé à maturer, dans mon esprit. Et quelque part aussi, quand je parlais de l'African Valley, les gens me disaient oui, c'est une très bonne idée. Mais... Et puis après, je me dis mais qu'est-ce que les gens y retiennent, quoi. Et aussi, j'ai vu les difficultés qu'il y avait par rapport à ce projet à le mettre en place. Et je me suis dit, mais je ne suis pas le seul. Il y en a plein aussi qui ont des projets qui ne les voient pas arriver. Et comment encourager chacun pour se dire que tu as le temps. Ça va le faire, t'inquiète pas. Et voilà, en m'encourageant moi-même, je veux aussi encourager d'autres personnes qui ont des aspirations, qui ne les voient pas encore, en se disant, ce sera au bon moment. Chi va piano va sano, disent les Italiens. Mais je pense aussi qu'en trouvant son rythme, on arrive aussi au succès. Voilà. Donc c'est cette idée de pouvoir laisser quelque chose pour en tout cas tous ceux qui sont en quête de réussir. Mais c'est brillant, je trouve que c'est bien, moi j'adore lire et puis c'est comme ça que je me suis construit finalement, en lisant, parce qu'en fait tu as des auteurs, tu as plein de gens qui te parlent et tu t'inspires, et surtout il y a une parole qui vient de dire, c'est-à-dire que tu n'es pas seul. C'est ça. Ouais, tu n'es pas seul, parce que des fois, et je pense aussi là où ça nous aide aussi les livres, et c'est pour ça que je trouve ça encore bien de toujours rencontrer des auteurs, c'est que des fois dans ton entourage, tu n'as pas des personnes qui ont cette vision-là, ou du moins qui ne savent pas comment t'accompagner. Et en fait, le fait d'aller chercher, ne plus qu'un auteur, et en plus de ça, une personne qui te ressemble, tant sur la couleur, peu importe, le parcours, je trouve que c'est encore bien. Mais c'est pour ça que je te dis. C'est ça, il faut qu'on s'encourage en effet. Vrai. Et c'est quoi les premiers retours que tu as pu avoir du coup sur ce succès? Des retours sympas. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'étais donc à la journée, on a mis en avant la culture congolaise. Il y a une personne qui a vu le titre, rien qu'en voyant le titre, elle a acheté le livre parce qu'elle était dans une période de sa vie où on lui proposait en fait des challenges. Et quand elle a vu le titre Slow Success, l'art de réussir à pas de tortue, on lui proposait un poste de présidente. Elle dit non, finalement je vais pas l'accepter, je vais aller à mon rythme pour y arriver. Mais c'est déjà merci à la personne qui a pensé à moi par rapport à
cette promotion, mais je suis allé à mon rythme et elle m'a dit le titre lui a beaucoup parlé. Bien sûr, d'autres, ça a été des témoignages intéressants sur le fait que rien que quand ils voient la couverture, la tortue, ils sont intrigués. Et donc après, ça amène à l'échange et ils comprennent en effet mieux la pensée, comme tu disais tout à l'heure, le slow, le machin, est-ce que c'est pas une contradiction? Oui, c'est là où je rassure que les deux, tu vois, voilà, tu te dis slow, succès, pourtant le succès, c'est, voilà, ça va vite. Mais je sais être un lien, pas de temps en temps. Mais je pense que tout le monde, après, je sais plus qui parlait à un moment donné de zones de génie et zones de. En fait, il y a des zones où on maîtrise finalement, et en fait, on est tous des lièvres dans ces zones-là. Et puis après, il y a des zones où on est tous des tortues. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on n'y arrive pas, on fait juste à notre rythme, quoi. Voilà. Ouais, j'ai une question qui vient de partir, la mince, je l'avais attrapée, mais elle s'est enfuie. Bon, il y a tellement de choses qui fusent. Oui, c'était. Aujourd'hui, si tu le destines à qui ce livre-là? Plutôt des entrepreneurs? Ça c'est la première question, ou plutôt, tout le monde peut le lire. C'est quoi ta cible première? L'avantage, au départ, j'avais pas forcément de cible, si ce n'est de se dire, voilà, des porteurs de projets, des entrepreneurs. On va dire, ça partait comme ça. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que c'est toute personne, en fait, qui est même à l'émergence d'un projet, et aussi qui est pleinement entré dans une démarche pour se dire, tiens, j'ai peut-être des fondamentaux que j'ai pas positionnés là, qui vont peut-être être intéressants à revoir par rapport à ça. Donc en effet, aujourd'hui, oui, ce livre, il est vraiment ouvert à toute personne qui est en quête, en tout cas, de porter un projet, que ce soit associatif, entrepreneurial, et qui veut aussi réfléchir sur les notions de temps, des notions comment on appelle ça, d'aller chercher en fait quand je mets la tortue, l'idée en fait c'est que je vais regarder les attributs par rapport à la fable. Pourquoi est-ce qu'elle a gagné? C'est ça. La persévérance, l'endurance, la résilience, tout ce qui est cette agilité entre la terre, l'eau, voilà. Donc en fait ce sont des caractéristiques qu'on a besoin. Alors bien sûr quand on est entrepreneur, président d'association ou même tout simplement engagé, et ben pour surmonter tous les défis qui peuvent se présenter à nous. C'est sûr. Mais oui, c'est vrai que quand tu vois tout de suite slow, succès, en fait, tu penses à plein de choses. Tu te dis, mais non, mais quand je dois. En fait, t'as tellement et pour l'avoir vécu, t'as tellement d'injonctions dans ta tête, tu te dis, il faut que j'ai de l'argent rapidement, faut que machin. Même externe. Mais oui, exactement. Mais même, t'as déjà externes, et puis internes aussi. Parce que quand tu te confrontes et que t'as pas de sous, que tu dois payer ça, et en fait, tu te dis, mais non, il faut que j'arrive vite, il faut que je fasse mon premier chiffre d'affaires, et parce que je dois payer des choses, parce que j'ai des frais. Ou je fais que travailler, j'ai même plus de temps pour la famille. Tu posais la question tout à l'heure. Il y a un chapitre dedans où je parle de la création. Dieu crée le monde en 7 jours, mais il célèbre, tous les jours, il célèbre ce qu'il fait. Et il se repose le 7e jour. Donc celui qui travaille tout le temps et qui n'a même pas le temps de se reposer, attends, si Dieu, lui, pour ceux qui sont croyants, il a pris le temps de célébrer tout ce qu'il a fait tous les jours et il se reposait, mais qui es-tu toi? Qui es-tu pour dire oui, je travaille tout le temps? Non, oui, important, tu célèbres, des quick wins, voilà, des petites victoires, mais en même temps, tu prends le temps de te reposer. C'est vrai que c'est important de le rappeler, mais du coup, c'est un peu aussi un livre qui appelle à une introspection, finalement. C'est ça. Pour revenir au livre, je me disais, effectivement, surtout quand tu démarres, ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu démarres, tu as plein d'injonctions, tu as plein de choses, et tu n'as pas forcément ce côté où, comme je reviens à ce que je disais, avoir cette introspection, parce que tu es toujours dans la rapidité. Est-ce que c'est pas non plus, on va parler d'entrepreneuriat parce que dans le salariat il y a peut-être moins ça, mais est-ce que c'est pas non plus cette quête du succès qui va vite aussi? Tu vois, je me dis des fois, entreprendre c'est pas égal à rapidité non plus. Je sais pas, c'est une question que je me pose, parce que est-ce qu'on peut entreprendre tranquille, pépère, tu vois? C'est une question que je me pose, parce que quand je vois tous les entrepreneurs, même en observation, ils sont tous un peu dans ce speed-là, tu vois? Est-ce que c'est pas l'entrepreneuriat lui-même qui pousse à être comme ça?
C'est la société dans laquelle nous sommes, économique. En fait, on va dire qu'on est dans une injonction contradictoire entre le court terme et le moyen terme et le long terme. Le court terme voudrait que quand je lance quelque chose, que tout le monde se dise ah bah lui il a réussi d'une manière évidente, d'une façon rapide, maximale et waouh, époustouflante. Mais sauf que la réalité c'est pas ça. Pour trouver des clients, pour renouveler un chiffre d'affaires tous les mois, rembourser, faire face aux échéances. Donc ça c'est le court terme. Faire face aux échéances que l'on a pour payer son loyer, pour payer ses salariés. Et le moyen terme qui est de construire, d'avoir une pérennité de revenus qu'on peut avoir sur le moyen terme avant même de penser long terme. Non, on est dans une société économique qui veut que ce qui est dicté par un tempo. Donc c'est pour ça que je parle dans le premier chapitre du temps. Parce que le temps défini par les scientifiques, je vais parler de Einstein, je vais parler de Hawkins, il y en a un qui va te parler de la dilatation, l'autre la contraction du temps. Je vais te parler de Bergson, sociologue, qui lui va nous dire que le temps en fait c'est l'horloge, donc à partir de ce moment-là c'est minuté. Tu as le temps subjectif, objectif. Donc il faut avoir toutes ces notions-là en tête. Et c'est important, sinon en effet, je ne dis pas qu'il faut, cool Raoul. Non, il y a des moments où il faut faire vite parce que tu n'as pas le choix. Mais t'as pas le choix. Déposer un dossier à telle date, voilà. Mais il faut avoir en fait le slow, il faut le considérer comme étant la vision de long terme. Voilà. Donc c'est pour ça que ça peut être contradictoire, mais c'est plutôt dans la vision, avoir une vision de long terme. Et c'est comme ça que les Chinois, quand ils font des projets, c'est sur une c'est un empire. Ils sont sur une vision long terme. Je te raconte une anecdote. C'est des Américains et des Chinois qui se retrouvent aux États-Unis qui parlent de développement logiciel. Les Américains, ils arrivent avec un business plan sur 3 ans, 5 ans. Les Chinois, ils rigolent. Et les Américains ne comprennent pas. Et puis eux, ils arrivent avec en fait un business plan, mais sur 30 ans. Donc, pour dire qu'il n'y a pas la même perception du temps. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre dans quelle époque on vit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bien ou c'est mauvais. Ça veut dire qu'il y en a qui vont se laisser le temps en fait de faire des erreurs, d'apprendre. Alors que l'autre, la catastrophe va être, s'il n'a pas réussi, et c'est un peu le modèle français où, comme ça, on est sur le côté, mais dès qu'on n'a pas réussi, on est moins que rien. Alors que l'Américain, à l'inverse de ce que je viens de dire tout à l'heure, peut lui valoriser en fait l'échec parce qu'il sait que la personne qui a échoué ne va pas recommencer. Oui, mais surtout aussi, hier, tu vois, j'écoutais un docteur en neurosciences qui disait, tu sais que la base de notre cerveau, c'est l'erreur. On apprend en faisant l'erreur. Dès petit, en fait, c'est en faisant des erreurs, notre cerveau, en fait, il marche avec des signaux d'alerte. C'est-à-dire que quand tu fais une erreur, justement, lui, il sait que là, je suis tombé. Ok, prochaine fois, il fait des calculs pour que, en fait, et malheureusement, on a oublié ça. C'est juste la base. Oui. Quand on voit un enfant marcher, combien de fois il tombe pas. Mais c'est ça. Et pourtant, c'est pas autant qu'il s'arrête. Quand tu te cognes, moi, une fois, je me suis pris le coffre de ma voiture. Je sais pas ce que j'ai fait. Oh là là, mais je t'assure que là, maintenant, je suis hyper prudente. Je vérifie 3 fois si le coffre. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça développe des réflexes, ça développe une vigilance, une nouvelle compétence. Exactement, mais c'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses. Et malheureusement, je sais pas, après c'est vrai que comme tu dis, c'est très français parce que les Américains sont moins comme ça, mais après ils ont une avance aussi, une avance sur beaucoup de choses, sur la neuroscience, sur plein de choses, donc forcément quand tu leur parles, eux tu sais, ils voient un peu les choses de façon holistique finalement, alors que nous c'est très, un peu... Enfin, c'est limite séparé, quoi. Le business, c'est le business. Et dans Slow, comme on se dit, pour moi, c'est prendre tout un environnement, c'est de réfléchir, c'est de prendre ce dimanche-là, ce 7e jour, c'est de regarder son business et se dire ah oui, tu vois, là, je pourrais peut-être changer ça. Et c'est ce qu'on fait pas, en fait. C'est ce qu'on fait pas. Et puis un jour, bam, tu te casses la figure. Oui, soit tu fais des AVC ou tu fais des burn-out. Il faut se ménager les temps. Écoute, en tout cas, j'ai hâte de le. J'ai lu des petites pages tout à l'heure, mais j'ai hâte de le terminer. Puis je suis sûre que ça va m'apporter plein de choses. Et je voulais revenir sur tes projets. Quels sont tes projets aujourd'hui? Tu nous parlais de ton association et de African Malaise. Tu peux en parler un tout petit peu plus si tu as des événements qui arrivent aussi. Alors, bien sûr, aujourd'hui,
en train avec les membres du bureau pour l'association DRNS de finir de travailler sur la vision 2025-2035. Ah oui. Je parlais tout à l'heure de vision long terme. Parce que il faut travailler la transmission, il faut travailler, parce que moi je ne serai pas là tout le temps. Donc il faut qu'on commence aussi à détecter les jeunes, les talents, toutes ces choses-là. Et aussi qu'on mette en place des process pour que ça, en tout cas l'association nous survive. Voilà, donc ça c'est le premier travail. Deuxième travail, on est en train d'accompagner toujours les jeunes ou des porteurs de projets. En fait, là, on a une méthodologie assez simple. On fait un diagnostic quand quelqu'un est membre de notre association, quand il est porteur de projet. On fait un diagnostic de son projet, de sa personne. On lui fait un feedback sur est-ce qu'il est fit ou pas par rapport au projet, parce que parfois on peut avoir l'ambition de vouloir faire, mais on n'est pas fit. Ça veut dire qu'on ne correspond pas. En fait, on n'a pas le caractère, on n'a pas la formation qui va bien, mais c'est pas grave, hein. C'est juste qu'on arrive à dire, il faudrait peut-être que tu te formes. Tu disais tout à l'heure, il faut se former. Ou trouver peut-être quelqu'un qui va venir compléter pour muscler cette compétence-là et pouvoir aussi aider donc après à rédiger les projets associatifs et aussi ou les business plans pour ceux qui ont des projets entrepreneuriaux. Donc on fait tout ça. Et bien entendu, je travaille aussi sur différents projets de collaboration avec le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger et aussi le Haut Commissariat représentatif des diasporas africaines de France. Et disons, écoute, on espère. Tu vois, mon rêve, c'est de me dire que demain, nos frères Congo ne veulent plus venir en France. Non pas que bien au contraire, moi je dis toujours, je suis reconnaissante à la France, j'ai rien, pas de souci avec ça, mais je veux aussi qu'ils puissent avoir de l'avenir, tu vois. Oui, mais c'est ce qu'on fait. Avec le conseil, là, en octobre, là, on va organiser le 2e forum d'Aripat. C'est-à-dire qu'on encourage les Congolais de la diaspora, c'est-à-dire en dehors du Congo, à revenir pour développer des projets entrepreneuriaux. Donc là, on a fait la première édition en 24, là, on va faire la deuxième en 25. Donc voilà, c'est ça, marcher sur 2 jambes. Hein. Voilà. Écoute, super. Écoute, si je peux, je me jamberai. Avec plaisir, comme Abidjan. Oui. C'était génial. Et puis tu te dis, en fait, l'Afrique est plein de talents, donc il faut qu'on aille développer tout ça. African Valley, tu peux nous en parler aussi, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement. Oui, alors African Valley, c'est venu, le nom, vous l'avez compris, la Silicon Valley. L'idée, c'est, je réfléchissais à un moyen, parce que c'est plutôt un moyen, puisque moi, quand j'ai commencé cette réflexion en 2017, ce qu'on entendait souvent, c'est que oui, vous, les Africains, entre guillemets, vous savez pas travailler ensemble, vous n'arrivez pas à vous tirer dessus, et tout ça. C'est toujours là. Hein. C'est vrai, il faut le reconnaître, c'est vrai. Mais ça évolue. Mais quand on regarde maintenant avec une autre perspective, comme disent les Anglais, l'Afrique, c'est 54 pays. Oui. On a une Afrique lusophone, anglophone, francophone. On a une Afrique qui est bien sûr animiste, chrétienne et musulmane. Et c'est énorme. Oui. Donc ça veut dire que il y a de la place pour tout le monde. Oui. Et puis il faut apprendre aussi la multiculturalité. Exactement. Et donc ma question, comme je te disais, moi j'aime bien résoudre, c'est de dire mais comment faire pour que les gens puissent travailler ensemble. Et à cette époque-là, en 2017, déjà depuis, on avait toutes les semaines ou pratiquement tous les mois des événements sur la place de Paris sur l'Afrique. Afrique Eldorado, Afrique ceci, Afrique cela. Et je me dis, mais tout ça c'est bien parce que les gens ils se rencontrent, mais après il faut attendre 1 an pour qu'ils se revoient. Et c'est là qu'arrive l'idée de l'African Valley. Je me dis, pourquoi pas avoir un espace où les gens vont pouvoir se voir toutes les semaines. Le fait de se voir, ça va créer des émulations, des affinités, des échanges, et à partir de là, tu peux commencer à parler business et t'ouvrir. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de l'African Valley. Donc de résoudre en fait cette problématique où les gens n'arrivent pas à travailler ensemble, de les contraindre en fait à être dans un endroit, mais où ils partagent des affinités, des intérêts parce qu'ils sont complémentaires. On aura bien sûr des catering, des restaurants, des espaces de coworking, des incubateurs, différents types de business où les gens vont se retrouver et comme ça créer une émulation pour en tout cas aider le continent. Voilà l'African Valley, le rêve que j'ai par rapport à ça. Peut-être que les gens vont te contacter après ça, après avoir regardé, pour pouvoir se joindre, t'aider. Avec plaisir. Avec plaisir, oui, c'est sûr.
Et dernière question signature, comme je dis toujours, le podcast s'appelle Le Papillon. Oui. Le Papillon, c'est une transformation que je trouve, moi, hyper belle, créative, artistique, tout ce qu'on veut. Et la question derrière, c'est quel est l'événement qui t'a transformé? Plutôt de l'intérieur que de l'extérieur, parce que souvent les gens regardent et me disent, bon, vous pouvez me donner toutes les réponses, mais surtout une transformation intérieure. La transformation intérieure, c'est que je parlais tout à l'heure que je parlais de temps vu d'une façon spirituelle. Je considère qu'on est tous, enfin moi je suis croyant, donc composé d'un corps, d'un âme et d'un esprit. Et j'ai été très engagé longtemps dans l'église. Et donc à un moment donné, il y a cette parole qui dit qu'on est sel et lumière de la terre. Et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup donné. À l'intérieur de l'église, je dis, ben, il y a énormément de choses à donner à l'extérieur. Donc, ce temps-là qui m'a été favorable, ben, aujourd'hui, j'essaie de le rendre avec les valeurs, on va dire ça comme ça, du royaume, pour ceux qui comprennent, pour pouvoir en fait apporter une vision différente par rapport déjà au succès. Et dans le livre, qui a été préfacé par M. Mossadegh Bailly, qui est un des hommes d'affaires les plus éminents en Afrique de l'Ouest, qui a créé le groupe d'hôtels Azalaï, et aujourd'hui qui est patron du patronat malien. Il y a cette phrase qui dit comme ça fait 40 ans qu'il est dans les affaires, mais ça fait que depuis 4 ans ou 5 ans que les gens parlent de lui. Et encore une fois, pour les jeunes, pour tout le monde, pour vous dire que le succès ou la réussite, c'est avec le temps. Donc, et puis qu'est-ce que c'est que la réussite finalement? Oui, ça va être avoir un diplôme, se marier, mais c'est ça, donc trouver, chacun son âme sœur, voilà, toutes ces choses-là. Mais le vrai succès, c'est sur la durée. Exact. Voilà, donc ce que je pourrais dire par rapport à ta question papillon, puisque bon, derrière, il ne faut pas oublier que la chenille, il y a la chrysalide qui se passe avant de devenir papillon. Donc ça veut dire qu'il y a une transformation. Donc moi, la transformation, ça a été ce temps où j'ai beaucoup appris à l'église. Et aujourd'hui, je redonne au monde, on va dire ça comme ça. Je fais ma mue, le papillon. Il faut. J'étais chenille. C'est important. Et puis surtout de prendre cette légitimité aussi. Oui. Oui, parce qu'au départ, on se dit, tiens, c'est un imposteur, est-ce que je suis légitime? Est-ce que. Aujourd'hui, oui, après 25 ans d'entreprise, après avoir fait des erreurs, après avoir entrepris en Afrique avec des échecs, des réussites, je pense qu'aujourd'hui, oui, je pense être légitime. Et je vais prendre l'exemple de tout à l'heure, ça m'a marqué quand tu sais que la personne qui t'a fait le retour en disant qu'elle aspirait justement à un poste de présidente et qu'en regardant le titre de ton livre, elle s'est dit pourquoi pas. Et je vais essayer, j'ai une question, il faut que je la tourne parce que ça m'a vraiment marqué. J'ai envie de dire, justement, comment tu pourrais, quel conseil tu donnerais à une personne qui justement a envie, parce qu'elle est hyper carriériste, d'avancer, mais au fond d'elle quand même, elle a ce sentiment aussi de se dire, une petite vie tranquille aussi m'intéresse. Comment tu arriverais à lui donner ce conseil-là, peut-être avec slow succès, je sais pas, mais comment tu arriverais à lui donner des éléments pour qu'elle ait un équilibre? Parce que je pense qu'on se retrouve tous là-dedans, ce côté où j'ai envie, j'ai des ambitions, mais au fond de soi, j'aime bien aussi ce côté pépé. Mais c'est. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, non, mais c'est juste. Non, mais en tout cas, pour toute personne, moi, j'ai utilisé 3 mots. Il faut de l'audace. De l'audace, c'est-à-dire oser faire ce qu'on n'aurait peut-être pas naturellement fait. Donc, il faut être audacieuse. Deuxièmement, il faut garder cette capacité d'étonnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment, pour moi je dis toujours, si on n'arrive pas à s'étonner des choses, à un moment donné, c'est qu'on est mort. Donc il faut garder cette capacité d'étonnement. Et 3, la capacité à être enseignable. Ça, c'est vraiment important parce que il y a des choses qui nous arrivent. Parfois, on dit, oui, mais ça toujours, comme je disais d'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Non, oui, peut-être, mais il y a d'autres façons de faire. Et à partir de ce moment-là, l'audace, le fait d'avoir cette faculté d'être enseignable et puis d'être toujours dans l'étonnement, ça permet, c'est ça, de pouvoir oser et de faire des choses qu'on aurait peut-être pas fait. Mais en tout cas, il faut jamais rester sur sa zone de confort. Et c'est pour ça que j'aime toujours signer
même à petits pas, Mhm. le mouvement est toujours une progression. Ah bah oui. Donc je reviens à ta chenille qui avance avec des petits pas, on le C'est sait, hein, ça, ouais. qui à un moment donné se fixe pour le temps de la chrysalide, enfin Mhm. de la transformation, où elle devient papillon. Mhm. Et donc c'est ça, ce que je souhaite donc à Mhm. cette personne qui m'écoute ou qui me regarde. Qui deviendra un papillon. Voilà, exactement. Toi qui es chenille, deviens papillon. Voilà. Et j'ai envie de terminer sur une belle phrase, je sais plus, je crois que c'est Nicolas Dolto qui disait, moi ça m'avait marqué au début quand j'allais démarrer, c'était chaque jour, même si tu as la flemme, même si tu es fatigué, fais au moins juste une action. Parce que cette action-là, que ce soit un mail ou un coup de téléphone, tu sais pas quel sera l'impact. Parce qu'il y a des jours où on est fatigué, et parce qu'on on a bossé 56 heures, 70 heures, mais tu fais juste une seule action. Une seule, tu as l'impression de ne pas avoir bossé, mais peut-être que cette action-là sera la plus rentable. Ouais, c'est le 80-20. Ouais, écoute, merci Dimitri. Bah, merci à toi, Prisca. C'était riche. J'invite en tout cas toute la communauté à l'acheter, à découvrir Dimitri. Je mettrai tous les éléments pour te retrouver. Okay. Et puis n'hésitez pas à prendre contact avec lui, soit pour l'association ou sinon pour African Med. Merci Dimitri. Merci Prisca. Allez.